Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision centrafricaine pour notre émission Portrait. Portrait, c'est la nouvelle émission de la télévision centrafricaine qui chaque semaine recevra son invité avec qui elle abordera tous les différentes facettes de cet invité, qui il est, d'où il vient, où il va, comment est-il, qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, dans Portrait, nous recevons le professeur Jean-François Akanji. Bonjour. Bonjour. Heureuse de vous avoir sur les plateaux de la télévision centrafricaine. C'est moi qui vous remercie de m'inviter, de me faire l'honneur de m'inviter ici. Sur les plateaux de chez vous, parce que je dis chez vous parce sur les plateaux de la télévision de chez moi. Voilà. Chez vous, de la Centrafrique. Alors, chers téléspectateurs, je dis bien chez vous parce que Monsieur Jean-François Akanji est professeur de droit. C'est un juriste. Un professeur de droit, oui. Qui enseigne donc à la Sorbonne en France et qui est à cheval entre la France et son pays, la République centrafricaine, et qui assume les fonctions très prenantes de conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale, passionnante aussi. Et qui, depuis peu, enseigne à l'université. Depuis ce matin. Depuis ce matin. Depuis ce matin, je donne 2 séminaires dans le Master 2 de droit de l'homme et gouvernance démocratique. Et aujourd'hui, nous avons abordé la question de la protection régionale des droits de l'homme. Et un peu plus tard, dans la semaine, nous en arriverons au mécanisme de protection effective des droits de l'homme en dehors du juge. Et ce séminaire durera combien de temps? 40 heures à chaque fois, ça fait 80 heures que nous allons répartir comme ça se fait à l'université sur plusieurs semaines, à raison de 2 heures à chaque fois, parce qu'il faut laisser aux étudiants le temps de respirer, de comprendre ce qu'on a enseigné, et puis de préparer leur mémoire, parce qu'ils sont censés préparer des mémoires sur des sujets qu'ils ont choisis. Mais je dois dire que c'était pour moi une émotion tout à fait particulière d'être là à l'université de Bangui aujourd'hui, parce que j'ai fait ma licence de droit à l'université de Bangui. Mon premier diplôme universitaire, c'est dans cette université, et depuis très longtemps, j'avais envie de revenir. Les circonstances ne l'ont pas permis. Aujourd'hui, c'est possible, et aujourd'hui, j'ai eu... Vous parlez d'émotion. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez vu? Les salles, les élèves, l'ambiance? Déjà, l'émotion de retrouver un bâtiment qui était mon bâtiment pendant 3 ans. Le même bâtiment pendant 3 ans. Je n'étais pas perdu. Rien n'a bougé. Le bâtiment est resté comme il était auparavant. Un peu plus délabré. Mais on garde toujours l'émotion du jeune étudiant qui a couru à travers ces salles pour suivre des cours, pour assister à des assemblées générales de syndicats étudiants, pour s'enflammer, parce que quand on est jeune, on s'enflamme parfois, et puis surtout, c'était dans la période de l'immédiat après Bokassa, donc vous imaginez, étudiants en droit, faisant du droit constitutionnel, l'histoire politique, nous refaisions le monde à ce moment-là. Donc il y avait cette émotion-là, et puis j'ai enseigné pendant des années, ailleurs, en France, en Europe, j'ai formé des étudiants, des avocats, des juges, et il n'y avait que chez moi que je n'avais formé personne. Donc c'est d'où cette émotion-là. J'ai enseigné, vous m'avez demandé quelle année j'ai enseigné. Vous preniez les premières années, les deuxièmes, les troisièmes années, ou c'est... Alors, l'enseignement, je l'ai fait dans différents endroits. D'abord, à l'université, je vais de la première année jusqu'à l'encadrement des 2 thèses. Aujourd'hui, j'encadre encore à la Sorbonne 8 thèses, dont 2 thèses qui sont faites par des Centrafricains. Mais il y a, en dehors de l'université, je suis invité dans des universités européennes pour donner des conférences. Les 2 dernières conférences que j'ai données, c'était en Grèce et c'était au Portugal. Et puis, je suis depuis maintenant 15 ans expert auprès du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, et je vais en mission assez souvent dans tous les pays d'Europe centrale et orientale pour former des juges, discuter avec des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de la justice pour préparer la ratification de traités internationaux, pour tout ce qui est juridique et pour lesquels
on a besoin d'assistance technique. Donc j'enseigne assez dans tous ces cadres-là et ça me plaît assez de ne pas rester seulement à l'université, mais de toucher la pratique, parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Une fierté pour la République centrafricaine. On va faire une rétrospective en arrière. Vous êtes natif d'où? Alors là, vous posez une grande question. Mon nom est Akandji. Akandji, il y a un village dans ce pays qui s'appelle le village Akandji, qui se trouve dans la Basse-Koto, entre Alindao et Mobaye, à 20 km avant d'arriver au carrefour de Kombo. Donc je suis de là, mais mon père avait comme particularité de suivre son grand frère, qui n'est autre que Monseigneur Joseph Maringui, qui à cette époque-là était à Mobaye. Et à Mobaye, je suis né à Mobaye. Vous êtes né à Mobaye? Je suis né à Mobaye. À Akandji. D'Akandji. Et nous sommes revenus à Akandji. Mais avant ça, nous sommes passés, parce que Monseigneur, à l'époque, c'était la Bengui. Il avait été muté de Mobaye à Bangassou. Et nous avons suivi. J'ai été à Bangassou. Et de Bangassou, nous sommes revenus au village. Et à Kombo, il s'est installé à Kombo. Donc j'ai fait mes études primaires à Kombo. Primaire à Kombo. À Kombo. Voilà, un natif de Kombo, bien du terroir de chez nous, qui aujourd'hui enseigne à l'extérieur. Une grande fierté. Vous êtes parti à Kombo? Malheureusement non, pas récemment, parce qu'il s'y ajoute des éléments assez dramatiques. Papa est décédé en janvier 2014, à un moment où il était absolument impossible d'aller à Kombo. Toute la famille, que ce soit moi ou toute la famille qui était ici, y compris Monseigneur Ngui d'ailleurs, n'a pas pu jusqu'à maintenant se rendre à Kombo. Nous n'avons pas pu, compte tenu de la situation sur le territoire. Et bon, nous attendons ce moment-là avec impatience pour rendre nos derniers hommages. Donc, entre Mobaye, Kombo, vos études, ensuite, vous allez... Ensuite, je repars à Bangassou. Kombo, l'école de Kombo avait une particularité quand même, parce que l'école avait été fondée par la Bengui. Il n'y avait pas d'école avant. Il avait été fondé, donc c'était à la fois une école et c'était un centre d'alphabétisation des adultes. Donc moi, tout petit, j'avais 4 ans, j'avais tout le village, les anciens qui étaient là, qui apprenaient A, B, C avec moi. Et je raconte ça parce que c'est très agréable le souvenir que j'ai lorsque petit enfant, 6 ans, 7 ans, je veux faire les courses au marché et que je passe et on me dit « Hé collègue, viens, ma femme a préparé du ngoundia, viens, mais c'était une ambiance très particulière. Et après Kombo, évidemment, j'ai passé le concours pour entrer au séminaire, je l'ai réussi, j'ai été au séminaire de Bangassou, où j'ai suivi normalement jusqu'à la 3e, et de la 3e, je suis passé au séminaire Saint-Paul de Bangui. Vous étiez prédisposé à devenir, à prendre la voie des ordres, comme votre... J'étais prédisposé, je sais pas, en tout cas, la ferme volonté de mon oncle, parce que Monseigneur Ngui est le grand frère de mon père, sa ferme volonté était que j'emprunte cette voie-là et que, d'une certaine manière, je lui succède. Et bon, je ne le voyais pas d'un mauvais œil, parce que pendant toute mon enfance, j'étais enfant de cœur, je baignais dans l'église catholique, la religion, je servais toutes les messes, je servais toutes les cérémonies. Et puis quand on est enfant, ça plaît bien d'avoir cette tenue-là, d'être dans cette ambiance très particulière. Donc c'était avec enthousiasme que j'ai été à Bangassou, j'avais 10 ans à l'époque. J'étais à Bangassou au séminaire, et puis progressivement, chemin faisant, je me suis mis à réfléchir à la vocation, et à la fin de la terminale à Bangui, j'ai estimé que la meilleure voie pour moi était l'université, même pas le droit. Je pensais pas au droit. Et à cette époque-là, vous vous souvenez sans doute, non pas vous parce que vous êtes trop jeune, mais à cette époque-là, nous avions la planification. Et donc, quand on se présentait au bac, on remplissait un formulaire avec les choix que nous faisions. Et moi, dans mes choix, il n'y avait pas le droit. Il y avait le droit, il y avait le droit, mais en 3e position. Et au ministère du Plan, on avait décidé que je ferais les lettres anglaises. C'était pas dans mes choix. J'ai refusé. Vous avez refusé. J'ai refusé de faire les lettres anglaises. C'était pas mon choix. Donc, j'allais au cours de droit sans être inscrit. Mais donc vous aviez déjà une orientation, puisque vous avez tout de même choisi d'aller... Non, mais j'ai choisi le droit un peu par défi, et puis bon, j'avais quelques amis qui y étaient, mais je ne l'avais pas choisi au moment où je passais mon bac. J'ai choisi à ce moment-là d'aller en droit. J'ai suivi tout le premier trimestre
Sans être inscrit. Sans être inscrit, mais les cours se passaient dans la matinée. Et quand on avait un petit moment, j'allais au ministère du Plan pour essayer de renverser la décision quand même. Bon. Et puis finalement, la décision a été renversée quelques jours, voire une semaine, je crois, avant les premiers partiels. J'ai passé mes premiers partiels. Donc je suis devenu juriste comme ça. Comme ça. Dans ma famille, il n'y a pas de juriste. Il n'y a pas de juriste. Mais c'est une vocation quand même qui est là, vous la portez dans le cœur. Ah, maintenant, maintenant ça fait partie de mes films. Que vous l'avez embrassé, que vous l'avez aimé, vous l'avez prise à bras le corps, vous êtes rentré dedans ou au final? Au final, comme je vous disais tout à l'heure, je suis entré à l'université dans un contexte très très particulier du pays. Nous étions jeunes, nous avions un changement de régime, nous entrions en démocratie, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, nous entrions en démocratie et il y avait des règles du jeu qui avaient changé et il se trouve qu'en tant qu'étudiant en droit en première année, nous étions en plein cœur de ces règles qui changent. On nous apprenait le droit constitutionnel, l'histoire des institutions politiques, le droit administratif, etc. Donc, je me souviens que quand on rentrait de l'université, moi j'habitais au quartier, je n'ai jamais habité au campus, j'étais à Sika 1. Quand on rentrait au quartier, on continuait les discussions, parfois toute la nuit, parce qu'on refaisait... Et donc, on refaisait le monde. On refaisait le monde, et puis c'était pas indifférent quand même. Quand on rentrait au quartier, on nous regardait avec une certaine fierté, une certaine crainte. Ces jeunes étudiants en droit qui savent. Bon, il y a tout ça, qui a dû jouer, mais la passion du droit, je l'ai acquis très très rapidement et c'est devenu une partie de ma vie maintenant. Mais avec une idée un peu particulière, c'est que pour moi le droit c'est pas seulement des techniques, c'est pas seulement une manière de construire des lois, de construire des décrets, d'interpréter des décisions de justice. Je crois vraiment au fond que le droit n'est là que pour mettre ensemble des idées de vivre ensemble. Le droit n'est là que pour mettre ensemble des idées du vivre ensemble. Du vivre ensemble et pour leur donner de l'efficacité, parce que quand nous les exprimons dans la vie quotidienne, comment on fait pour y arriver? Et à ce moment-là, le juriste arrive, il dit j'ai entendu votre idée, si on mettait en place telle institution et qu'on prévoyait telle procédure, ou qu'on faisait ceci ou qu'on faisait cela, on arrivera à concrétiser votre idée que vous avez eue. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le droit. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans ces périodes assez troubles de notre pays, le faire du droit dans notre pays m'intéresse parce que on a besoin aujourd'hui, depuis toujours, mais ça ne s'est jamais fait à mon avis, on a besoin de prendre ce que nous savons, de ce que nous voulons de notre avenir, de notre pays, et de les construire pour être fidèles à ce que nous voulons et pas à ce que d'autres ont fait et qu'on prend comme modèle. Donc ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, vous êtes revenu chez vous, vous l'aviez dit, conseiller juridique auprès du président de l'Assemblée nationale, vous donnez des cours à l'université de Bangui. Comment voyez-vous l'état du droit en RCA, ce domaine? Est-ce que nous avons assez de juristes? Est-ce que les droits sont bafoués? Comment se porte le droit en Centrafrique aujourd'hui? Alors, il y a plein de dimensions, tellement de dimensions dans votre question, Madame la DG, que je ne sais pas par où commencer. D'abord, est-ce qu'il y a assez de juristes? Il n'y a jamais assez de juristes dans n'importe quelle partie du monde. Bon, il se trouve que nous en avons encore moins parce que, mais pour les raisons que nous connaissons tous, c'est l'état délabré de notre système d'éducation et d'enseignement supérieur, l'absence de soutien à la formation universitaire et surtout à la recherche scientifique, parce que tout ça est adossé à de la recherche pendant des décennies, et donc nous avons le résultat aujourd'hui d'une université qui ne ressemble pas du tout à celle dans laquelle je m'étais investi, notamment en droit. J'ai le souvenir que nous avions des collègues qui venaient du Tchad, qui venaient du Congo démocratique maintenant, qui venaient du Cameroun, qui venaient de toute l'Afrique centrale pour étudier à l'université de Bangui et pour étudier à la faculté de droit à l'époque, aujourd'hui de sciences juridiques et politiques, qui était réputée en Afrique centrale. Maintenant, on n'est plus dans cette situation-là. Il y a des indicateurs très objectifs pour mesurer l'état d'une université, d'une faculté de sciences juridiques. On se demande, il y a combien de docteurs? Il y a combien de professeurs
qui ont passé le concours professeur agrégé, habilités à diriger des recherches, parce que c'est ça l'enjeu. Quand on est là, il s'agit de préparer l'avenir, de préparer les générations qui vont nous succéder. Et de tous ces points de vue-là, nous sommes assez mal lotis par rapport aux universités qui nous entourent. Maintenant, dans quel état est le droit qui est fait chez nous? De mon point de vue, il n'y a pas beaucoup de différence. J'avais déjà répondu à cette question pour l'Afrique dans son ensemble, mais je pense que nous avons une situation qui est proprement africaine. C'est que dans le domaine du droit, nous estimons que nous ne sommes pas des modèles. Nous estimons que nous ne sommes pas des modèles et que ce que nous pensons ne peut pas servir, être formalisé, être proposé à d'autres. Donc, fausse pensée. Oui, nous sommes comme ça, mais ce n'est pas par paresse. C'est parce que, fondamentalement, quand je pense par exemple à ma tribu, à mon ethnie, aux autres ethnies de Centrafrique ou d'Afrique centrale, nous avons cette manière de vivre notre culture qui est une manière où nous respectons les autres. Nous vivons ça pour nous. On ne va pas l'imposer aux autres. Et donc nous sommes dans cet enfermement-là, alors que dans ce monde mondialisé, tous les autres fonctionnent autrement. Regardez les Français quand ils disent « je veux faire une déclaration de droit pour protéger les droits de chez moi », ils commencent par dire « tous les êtres naissent libres et égaux en droit », c'est-à-dire pas seulement nous les Français, mais nous allons le dire ailleurs. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est que l'état de notre droit ne nous ressemble pas vraiment, dans plein de registres. Regardez le Forum de Bangui. Pour moi, le Forum de Bangui a été quelque chose d'absolument formidable. Des Centrafricains se sont réunis de tous les coins du territoire. Ils ont exprimé ce qu'ils avaient envie de voir, de vivre et d'expérimenter sur ce territoire-là. Ça a été les recommandations, ce qu'on appelle les recommandations, qui couvraient plein de domaines. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a eu plein de séminaires, j'ai le souvenir de beaucoup de séminaires dans lesquels on invitait des experts pour leur dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Quel est le modèle qui est proposé ailleurs? Et ce que nous sommes en train de penser, est-ce que vous pensez que c'est bon? Alors que la substance était là, et la substance était nous. C'était nous. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le droit pour moi, c'est une manière d'assembler les éléments de nous-mêmes, de le formaliser et de le rendre efficace. Mais ça commence par nous. Et donc ma réponse à votre question, c'est que l'état de notre droit est comme l'état du droit continental, c'est un droit extraverti où nous nous plaisons à copier les autres. À copier, à écrire, à avoir des recommandations et ne pas les formaliser. Les formaliser pour nous. Pour nous. Je veux dire, si vous permettez, juste pour nos téléspectateurs, juste un exemple. Il y avait au Forum de Bangui quelque chose qui n'existe dans aucune constitution. L'idée c'était, nous voulons qu'on inscrive dans la constitution quelque chose sur nos ressources naturelles. C'est notre patrimoine commun. C'est une particularité de la République centrafricaine. Et on voulait l'inscrire sous deux angles. D'abord, nous sommes souverains sur nos ressources. Et puis, ceux qui gèrent ces ressources-là doivent redistribuer les dividendes pour le bénéfice de tous. Ça n'existe dans aucune constitution. Qu'est-ce qui nous empêchait de l'inscrire comme ça dans une constitution? Il y a d'autres pays qui n'ont pas osé. Et nous ne l'avons pas fait comme ça avait été demandé par le Forum. Nous l'avons fait différemment. Nous l'avons fait un tout petit peu. Maintenant, bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Nous restons les seuls à l'avoir dans notre constitution. Non, parce que le Sénégal l'a fait lors de la dernière révision constitutionnelle. Mais si nous avions été jusqu'au bout de l'idée centrafricaine, nous aurions été à l'avant-garde par rapport au Sénégal, parce que c'est une consécration minimale. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, la Constitution, c'est une manière, pour nous, ou pour tous les peuples, de dire plus jamais ça. Ceci s'est passé dans notre histoire, nous ne voulons plus que ça se reproduise et nous allons mettre en place les institutions et les structures qui permettent que ça ne se reproduise pas. C'est des enseignements de notre histoire et notre désir de vivre ensemble demain. C'est pas les Français qui peuvent nous le montrer, c'est pas les Américains, c'est pas le Burkina Faso. Les Centrafricains ont vécu une histoire particulière, il faut qu'ils en tirent des conséquences pour demain. Mais rien n'est fermé.
Non, mais je n'ai jamais dit ça. Je pose la question. Non, mais rien n'est fermé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non? Bon, surtout que vous dites que vous êtes revenu et vous allez enseigner nos étudiants. Oui. Donc, mais je dis cela vraiment en toute modestie. Je reviens avec beaucoup de plaisir. Je serai très heureux de pouvoir transmettre, mais j'ai conscience aussi que seul, je ne parviendrai à rien. Il faut que nous soyons plusieurs, il faut que nous soyons nombreux, il faut que ces étudiants arrivent vite et qu'ils se forment masse critique pour pouvoir faire avancer les choses dans un certain sens. Mais il faut commencer quand même à un moment et il y a des collègues qui sont là, qui ont déjà commencé le travail. Moi, c'est le jour où je commence le travail à l'université, j'en suis très heureux. Qu'est-ce que vous comptez faire avec vos collègues, avec les docteurs comme vous, les agrégés comme vous? Il n'y a pas lieu de se mettre ensemble, de penser, de réfléchir pour une direction, pour nos étudiants, pour le futur du droit en Centrafrique? Mais nous y travaillons. Nous y travaillons. J'étais revenu déjà, pas seulement là maintenant, je suis revenu en 2015, février-mars 2015, déjà pour une formation doctorale. Nous avions beaucoup discuté avec les collègues, nous avons continué les discussions. On en a déjà quelques résultats. Il y a un annuaire de l'université de Caen, annuaire juridique et politique de l'université de Bangui, et cet annuaire était la première idée que nous avons eue. Nous avons discuté aussi de la mise en place d'une équipe de recherche. L'équipe de recherche a vu le jour. Donc il reste maintenant à mettre du contenu dedans. Il y a déjà quelques contenus. Et là, je sors d'un entretien avec le doyen où pour l'annuaire juridique et politique de l'université de Bangui, nous allons avoir un numéro avec des articles qui vont arriver. Je fais partie du comité scientifique pour évaluer la qualité des travaux qui vont se faire. Donc, le travail a déjà commencé, nous sommes sur la bonne lancée. Il y a de l'espoir. Tout reprend en Centrafrique. Ben, partout, oui. Partout, tout doit reprendre. Donc, ce n'est pas parce que je suis arrivé que les choses reprennent. Entendons-nous bien. Parce que voilà. Donc, non, tout doit reprendre. Vous êtes l'un des éléments. L'un des éléments, s'il peut, parfois un grain de sable, peut-être peut avoir la puissance de l'univers parce qu'il suffit de ce grain de sable pour, soit négativement ou positivement, faire bouger les choses. Êtes-vous ce grain de sable? À Congo, il n'y a pas de sable. Il n'y a pas de sable. Dans on m'a dit que vous étiez panafricaniste. Pas qu'on me l'a dit, je l'ai lu. Vous suivez sur les réseaux sociaux. Vous avez été l'un des premiers à avoir parlé d'union sacrée au plus fort de la crise en Centrafrique. Vous avez boosté, dynamisé la diaspora. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec cette union sacrée de la diaspora et où en êtes-vous dans votre panafricanisme? Alors, il y a, dans mon parcours à moi, ce sont deux choses différentes. Je vais commencer par l'union sacrée. L'union sacrée qui me tient beaucoup à cœur, c'est une initiative que j'avais prise avec deux compatriotes. Je revenais de Bangui au mois de septembre 2015. Au mois de septembre 2015, et vous vous souvenez qu'au mois de septembre 2015, il y a eu les événements dramatiques, Fatima, etc., etc. Bon, nous sommes loin, nos familles sont là, nos racines sont ici, notre pays est ici, et on entend ce genre de choses, et on voit qu'il y a des personnes, responsables politiques parfois, chefs de groupes armés, qui font ce qu'ils veulent dans ce pays. L'idée de l'union sacrée, c'était cela, c'était de dire que face à un enjeu qui est vital pour nous, qui est vital au sens où si nous ne nous y attaquons pas, nous mourrons en tant que pays, après que nos parents soient morts et nous-mêmes en tant qu'individus. Nous avons décidé donc de créer l'union sacrée, qui était l'idée que tous les Centrafricains, quel que soit le bord, s'unissent pour dire non, on arrête là, pour dire cette fois-ci, nous n'accepterons pas que, après les morts, ces tonnes de sang qui ont inondé notre sol,
ceux qui ont été à l'origine de cela continuent à se promener librement et se retrouvent demain au gouvernement, se retrouvent demain à la présidence de la République ou au Parlement, non à l'impunité. C'était ça l'idée de l'Union sacrée. Et pour cette cause, qui est une cause nationale, parce qu'elle touche à nos veines, elle touche au sang de nos parents, de nos enfants, à l'avenir de nos enfants, il fallait s'unir. Donc voilà. Pour le panafricanisme, en réalité, c'est l'Institut panafricain d'action et de prospective que nous avons créé avec des collègues, avec des amis sénégalais, béninois, d'autres compatriotes centrafricains. L'idée, c'était à partir de la République centrafricaine de faire des contributions, mais qui servent aussi ailleurs. C'est-à-dire d'inverser en quelque sorte le sens de l'histoire, où nous sommes toujours une sorte de récipient qui reçoit tout, comme de l'eau de pluie. Maintenant, nous pouvons aussi proposer quelque chose au panafricanisme, nous avons des choses à proposer, c'était ça l'idée, et l'Union sacrée du peuple centrafricain est en cours de formalisation. Il a été créé en France, donc il est en formalisation en France. Je sais bien qu'il y a aussi ici dans ce pays une idée d'union sacrée, mais nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, je crois. Mais nous, c'est l'union sacrée du peuple, des citoyens. Pas union sacrée de l'État, des institutions derrière une institution qui est le chef de l'État. Nous, c'est la conscience citoyenne. Voilà. Et puis pour l'IPAP, l'Institut panafricain d'action et de prospective, il existe, il mène quelques actions. Nous espérons accélérer le mouvement des actions et les deux peuvent se rencontrer. Les deux peuvent se rencontrer potentiellement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos étudiants du droit qui vous écoutent? Comment les encourager? Ce que je peux leur dire du droit, c'est ce que j'avais déjà dit comme doyen de la faculté de droit de Caen, quand j'ai fait la rentrée solennelle. Je disais à tous nos étudiants, n'écoutez pas les uns et les autres. Il n'y a pas de prédestination pour faire du droit. Le droit peut être fait par tous et peut être réussi par tous. Il suffit de l'aimer, il suffit d'aimer le travail. Et moi, je n'étais pas prédestiné. Hein. Donc, moi, ce que je tire de mon parcours, c'est que nous pouvons tous faire du droit et aboutir à une excellence dans ce domaine-là. Nous pouvons tous réussir. Voilà. Le professeur Akanji vient du village d'Akanji. Aujourd'hui est professeur agrégé en droit. Il enseigne à l'université de Sorbonne, excusez-moi, et aujourd'hui à l'université de Bangui. Il vous encourage, aimer pour travailler, pour aller plus loin. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est ouvert à tous. Alors vous, étudiants de droit, aimez ce que vous faites. Allez avancer, toujours avec beaucoup de rigueur. Qui sait, demain, vous serez là sur ce plateau en tant que professeur agrégé, avec l'exemple du professeur Jean-François Akanji. Je leur souhaite d'être plus loin que moi-même. Il y a plus loin que le professeur agrégé? Est-ce qu'il y a plus loin? Non, mais en termes de retentissement peut-être. Mais en termes de retentissement, il n'y a pas plus loin. Merci. C'était la première de Portrait, une émission de la télévision centrafricaine. Nous avons reçu pendant cette demi-heure le professeur Jean-François Akanji, professeur agrégé de droit à l'université de Sorbonne en France, qui enseigne maintenant à l'université de Bangui. À très bientôt pour la prochaine de Un Portrait. Merci.